Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Alors, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va toujours rester dans la cybersécurité, mais on va avoir une vidéo un peu plus détente, puisque certains d'entre vous le savent déjà. J'ai participé à la Hack Securins les 5 et 6 mars 2022. C'est une soirée pendant laquelle il y a un CTF Géopardy qui s'est déroulé, donc à l'IUT de Reims en présentiel. J'ai notamment rencontré pas mal d'étudiants, c'était réservé aux étudiants, c'était uniquement du présentiel. Donc j'ai rencontré les étudiants de l'ESGI, j'ai rencontré les étudiants de AQTT, je salue au passage toutes ces personnes-là. Et en fait j'ai eu la chance de pouvoir proposer 4 challenges pour cette soirée que les étudiants ont dû résoudre. Et donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la résolution de ces challenges. Jamendo.com. Le premier challenge que j'ai proposé aux étudiants, c'était un challenge que justement je devais sortir sur ma chaîne YouTube et que j'ai pas eu trop l'occasion de sortir. C'est le challenge Magic, donc dans l'univers d'Harry Potter. C'était en fait une machine, un boot to root, c'est un conteneur Docker qui tournait. Et le but c'était de trouver 3 flags, 2 flag user et 1 flag root. C'est une machine sous Linux. Je viens de la lancer donc sur ma machine. Donc si on fait un simple petit nmap du coup dans un premier temps dessus, on va voir que on a 2 ports d'ouvert. Et donc ici, si on se lance un Firefox, on va tout de suite aller voir le port 8080, puisqu'ici on voit qu'on a un port 2222 et un port 8080. Donc si on va voir tout de suite le port 8080, ici on est arrivé sur un site internet qui nous demande de nous connecter. Alors à partir de là, on pouvait essayer de soit faire du fuzzing pour essayer de trouver en fait des images, soit on pouvait essayer d'aller voir sur les autres ports ce qui se trouvait pour trouver potentiellement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ici par exemple, on a le port 2222. Si je fais un netcat dessus, ici, on voit que c'est du OpenSSH. Donc, avec ça, OpenSSH, celui-ci, il est à jour. Donc, potentiellement, à part une attaque peut-être de brute force qui aurait pu fonctionner, il n'y a pas du tout de possibilité de l'attaquer. Si on fait un nmap un peu plus poussé, on va voir qu'en fait, il y avait un port qui était assez élevé, qu'on aurait pu trouver, ici, qui est le port 22222. Si je fais un netcat sur ce port-là, ici, j'ai également un OpenSSH. Et ce qui est étrange, c'est que c'est un OpenSSH 11.4 sur un Linux 12. Donc c'est des versions qui sont un peu élevées, trop élevées même d'ailleurs par rapport à ce qui se fait en production. Donc du coup, je vais essayer déjà de faire un SSH sur ce fameux port 22222. Ici, j'ai une demande d'échange de clés. Ici, on me demande un mot de passe. Je vais mettre n'importe quoi. Et ça passe. Si je fais un ID, je suis bien en tant que root, je fais un ls, cd root, ls. A priori, le cd a pas l'air de fonctionner. Ok. Je vais faire un uname-a. Et là, on me dit Linux fake SSH. Avec une version de kernel en 7.4, ce qui est encore élevé. Et donc, à partir de là, on voit que y a un truc qui cloche, quoi. Si je fais un cd-, si je fais un psef par exemple, ici on me dit psef command not found. Type help to get available command. Donc si je fais help, là on voit que j'ai soit la commande exit pour close connection, soit start pour démarrer le jeu Magic. Je vous rappelle que Magic c'était le nom de la machine. Donc je vais faire un start, et en fait, j'arrive sur un jeu du morpion. Donc je vais essayer de le gagner. Donc, numéro de colonne, je vais mettre la 2. Ok, et maintenant, numéro de colonne 0, ligne 0. Voilà, ici, j'ai remporté la partie de Morpion, et donc du coup, on me dit « Félicitations, tu remportes un accès à la bibliothèque d'Albus, avec un mot de passe. » Et donc, ce mot de passe, on va pouvoir l'utiliser ici. Donc, on m'a parlé de la bibliothèque d'Albus, donc je vais essayer de me connecter en tant que Albus. Et ici, voilà, j'ai accès
du coup, à cette bibliothèque. Alors, on voit qu'il y a des éléments. On peut essayer de faire ici peut-être une injection SQL, ça n'a pas l'air de marcher. Et donc, si je regarde un peu les images qui défilent, donc elles font toutes partie de l'univers Harry Potter, mais il y en a une qui est un peu bizarre, c'est celle-ci. Elle représente rien du tout de l'univers Harry Potter. Alors, il y a un petit site internet que j'adore utiliser qui s'appelle Aperisolve, qui a été en fait créé par l'un des membres de la team CTF Apericube, qui est une team CTF qui est assez connue et qui est plutôt pas mauvaise. Et en fait, vous pouvez directement lui donner un fichier. Donc ici, je vais sauvegarder l'image, par exemple dans mes documents. Et donc ici, je vais aller la rechercher. Donc dans mes documents, je lui colle l'image. Et ici, le site donc Aperisolve va essayer de trouver dans cette image tout un tas d'informations. Alors, il va essayer de la mettre en surimpression, plus en rouge, plus en vert, plus en jaune, en bleu, etc. pour voir s'il y a des détails qu'on pourrait voir directement dans l'image. Et ensuite, il va regarder dans les métadonnées de l'image s'il arrive à trouver des choses. Ici, on voit Wrote Extracted Data to Magic.txt. Donc, on voit qu'il y a un fichier Magic.txt qui est inclus dans notre image. On aurait pu également l'avoir avec StegGuide. Je vais faire un clear. StegGuide, c'est un outil qui nous permet d'avoir des informations sur une photo au format JPEG. Alors, je vais déjà dans un premier temps faire un wget pour la télécharger. Et donc, StegGuide, --info, avec le nom de mon image. Ici, il me dit, voulez-vous essayer de récupérer des informations dans la photo? Donc, oui. Potentiellement, il peut y avoir un mot de passe. Ici, je vais pas en mettre. Et là, si je n'en mets pas, on voit qu'il y a bien un magic.txt qui existe dans cette image. Donc, je vais utiliser la commande StegHide extract SF avec le nom de mon image, donc 852 quelque chose. Je n'ai pas de passphrase. Et ici, je vois que j'ai bien un magic.txt qui a été extrait de cette image. Si je fais un cat de magic.txt, ici, j'ai le fameux message de Sirius. Bonjour Harry, les détraqueurs surveillent toujours Poudlard. Nous ne pourrons pas nous voir en face à face. Les mange-morts deviennent de plus en plus nombreux. Il faut s'armer, car tu sais qui va revenir bientôt, je le sens. J'ai récupéré le mot de passe de Severus. Je suis persuadé qu'il est de leur côté. Voici son mot de passe. Bon courage Harry. Amicalement, Sirius. Donc ici, on a un mot de passe et également un utilisateur, Severus. Donc, cette fois-ci, potentiellement, je vais peut-être pouvoir avoir un accès en SSH sur le vrai port de ma machine. Alors, je vais coller le mot de passe de Severus ici. Et donc, je vais faire un SSH de Severus sur donc, notre adresse IP qui était 172.18.232.47 sur le port 222 cette fois-ci. J'échange les clés. Je récupère le mot de passe de Severus. Alors, j'ai mal copié le mot de passe. Voilà. Et ici, donc, je suis identifié en tant que Severus sur notre machine. Je vais faire un clear. Si je fais un ls, j'ai un flag.txt. ls.l, j'ai bien les droits sur notre flag, donc je peux faire un cat du flag. Ici, donc, j'avais le flag de Severus. Et j'ai un magic backup. Si je fais un cat sur magic backup, donc ça fait un sudo rmrf de /magic, sudo mkdir de /magic backup. Donc ça crée un répertoire magic backup à la racine. Et ensuite, ça fait un cp-r, donc un copy récursif de tout ce qui se trouve en /home dans ce répertoire magic backup. Et ensuite, un chmod-r 777. Donc là, je modifie les permissions. 777, c'est open bar, tout le monde aura accès à tout, de manière récursive dans Magic Backup. Donc potentiellement, s'il y a un autre utilisateur qui est présent sur cette machine, qui est utilisateur, hein, pas root, son répertoire par défaut se trouve en /home, donc potentiellement, j'aurai accès à ces données grâce à ce petit script. Si je fais un ls-l de /home, on voit qu'on a un répertoire Minerva. Alors si j'essaye de regarder dedans,
permission denied, évidemment. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir exécuter ce script magicbackup.sh. Je vais faire un sh de magicbackup.sh. Ici, on me demande mon mot de passe. Et ici, évidemment, je ne suis pas autorisé à copier des données qui ne m'appartiennent pas. Mais peut-être que ce script, je peux l'utiliser avec des droits supplémentaires. Je vais faire un sudo -l pour voir si je peux exécuter certaines commandes avec la petite commande sudo qui me permet d'exécuter des commandes en tant que root. Et ici, c'est bien le cas. Je peux lancer Magic Backup en tant que root, donc avec un sudo suivi de la ligne qui est autorisée à être exécutée en tant que root. Et ici, voilà, a priori, ça s'est bien passé. Donc si je fais un cd Magic Backup, ls.la, on voit qu'ici on a le répertoire de Minerva, j'ai tous les droits dessus, donc cd Minerva, et ici on voit que je peux faire un cat sur le flag de Minerva. J'ai son bash history, ce qui pourrait être intéressant, il n'y a rien dedans, ok. J'ai un magic.py qui existe, alors, je peux regarder peut-être ce que c'est, il n'y a rien dedans non plus, je peux faire un cat de magic tout court. Alors là, on a plein de caractères bizarres. Je vais faire un file sur le petit fichier magic. Ici, on voit que c'est un fichier ELF en 64 bits. D'accord. Donc, si on essaye de le lancer, ici, c'est un gestionnaire de mots de passe magique. On me demande de rentrer le mot de passe pour le déverrouiller. J'essaye quelque chose, mot de passe incorrect. Bon, soit. Je vais le copier en local, ce petit fichier. Je vais utiliser donc scp. Donc Severus atteint ici l'adresse de mon conteneur. Alors avec -p 2222. Et ici je me trouvais en /magic backup /minerva /magic et je vais le coller ici. Le mot de passe de Severus, on l'avait là. Je ne l'ai pas encore bien copié. Voilà. Ok. Donc si je fais un ls grep magic, on voit que il est bien là, notre petit fichier magic. Donc je peux l'exécuter sur mon PC. Je vais essayer de reverser ce petit binaire magic grâce à GDB. Donc ici, si je fais un disasmain pour disassemble la main fonction, donc on va voir que donc là j'ai plein d'instructions en fait dont je me fiche un petit peu. Ici j'ai un print stdin, donc là potentiellement le print c'est la demande de renseignement du mot de passe, puisque derrière on a un stdin, donc on attend une entrée de l'utilisateur avec ensuite un fget. Et surtout ce qui va nous intéresser, c'est que ici on a un strcompare. Donc ici on va nous demander, on va faire la comparaison entre ce qu'on a rentré ici dans le fget et potentiellement un mot de passe enregistré qui est en fait le mot de passe de déverrouillage. Donc sur ce strcompare, ici je vais mettre ce qu'on appelle un breakpoint. Donc je vais mettre b étoile main avec plus 1569 qui correspond à l'emplacement en fait dans le déroulé du process de notre instruction. Et je vais pouvoir lancer notre programme. Ici, je vais taper AZERTY par exemple. Et ici, on voit que quand j'ai lancé mon programme, on s'est arrêté au niveau du strcompare. Ici, on retrouve bien notre AZERTY avec le retour chariot que j'ai rentré. Et ici, on voit une chaîne de caractères un petit peu bizarre. Et bien en fait, cette chaîne de caractères, potentiellement, c'est la chaîne à laquelle va être comparé notre mot de passe. Donc ça va, en quelque sorte, être le mot de passe de déverrouillage de notre binaire. Je vais l'essayer tout de suite. Donc je lance notre magic, je colle le mot de passe que j'ai trouvé en mémoire. Et ici, voilà, j'ai trouvé le bon mot de passe. Et donc j'ai bien accès au mot de passe enregistré dans le gestionnaire de mots de passe de Minerva. Donc on pouvait tester la totalité des mots de passe, je crois que c'est celui du compte Olivanders qui passe. Si je fais un SSH Minerva atteint du coup l'adresse IP de mon conteneur, donc sur le port 2222. Et je crois que c'était donc Olivanders gagné. Si je fais un IDA, je suis Minerva. Donc ici,
je fais un ls-a, j'ai bien une nouvelle fois mon flag, le flag de Minerva. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai un magic.py, donc qui est également détenu par root. Si je refais un sudo -l, je vois que ici je peux lancer notre magic.py en tant que root. Et donc pour rappel, si je fais un cat dessus, ici on va importer une librairie qui s'appelle magic, qui se trouve a priori dans user lib python27 magic. Et ensuite, on appelle une fonction magic.sendMagic. Ok, donc je vais aller voir dans cette librairie ce qu'il peut y avoir. Donc ici, si je fais un cat sur magic, donc c'est du Python compilé a priori. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Je vais essayer de faire un touch de test pour voir si j'ai les droits d'écriture. Et a priori, j'ai bien les droits d'écriture. Donc ici, ce que je vais faire un anneau de magic.py. Et je vais tout simplement me faire un petit bind shell en Python. Donc import os, os.system. Et ici, je vais mettre un slash binbash -l. Donc ici, j'ai bien mon magic.py que je viens de créer juste à l'instant. On voit que donc aujourd'hui, on est le 16 mars et il est un petit peu plus de, enfin presque 21h. Et donc, si je retourne dans mon slash home Minerva, là, j'ai bien mon magic.py. Je vous rappelle que si je fais un sudo -l, je peux l'exécuter avec la commande sudo. Et donc, si je fais ça, ça va appeler ma librairie, qui se trouve donc en user lib python27 magic. Ça va charger mon magic.py que j'ai créé juste ici, que je viens de créer à l'instant, dans lequel je fais un slash bin slash bash -l pour listen. Donc, j'ouvre un process bash en attente. Et donc ici, on voit que je suis en tant que root, mon process bash s'est ouvert, et donc je peux aller cd /root, et ici, je peux faire mon cat flag.txt, et j'ai le flag de l'utilisateur root. Et donc si je fais un exit, je reviens en fait dans mon utilisateur Minerva, je stoppe en fait le binbash -l que j'ai lancé en tant que root. Donc voilà, j'ai réussi du coup cette machine-là, donc on a eu les 3 flags sur cette machine. Le second challenge que j'avais mis en place, c'était donc tout simplement un petit fichier qui s'appelait physmem.raw. Donc si on fait un file sur physmem.raw, on voit que c'est que de la data, on n'a aucune idée de ce que c'est, mais le nom peut nous aiguiller. Physmem pour Physical Memory, donc potentiellement un extrait de mémoire RAM. Et donc pour cela, il y a un logiciel que j'utilise régulièrement qui s'appelle Volatility. Donc ici, si je vais dans Volatility, que je fais un vol.py, ici il nous dit Select a plugin. Donc je vais utiliser dans un premier temps le -f sur physmem.raw et je vais faire -h pour avoir les commandes disponibles. Et donc ici, on voit que je peux avoir par exemple windows.varinfo, donc pour avoir en fait le type de version qu'on a dans cet extrait de mémoire. Donc a priori, c'est bien un dump de la mémoire RAM d'un poste qui a été effectué. J'attends donc que Volatility déchiffre en quelque sorte les données qui se trouvent à l'intérieur. Et donc ici, voilà, on a la liste des process qui tournent sur la machine. Donc si j'attends un petit peu, je vais pouvoir avoir donc plein d'infos sur ce qui était en train de tourner, les DLL qui étaient chargés, etc. Donc je vais le couper, je vais refaire un -h. Et donc nous, ce qui va nous intéresser en fait ici, c'était soit le pslist, psscan ou pstree. On peut faire par exemple un psscan. Et en fait, il fallait tout simplement trouver dans cet extrait de mémoire un process qui était en cours d'exécution et qui portait le nom du flag. On va voir que donc pour la hack securance, les flags étaient de la sorte HSR avec entre guillemets des données randomisées. Donc là, j'attends quelques secondes qui m'affiche la liste du coup des process qui étaient en cours d'exécution sur notre machine. Et donc on va voir notre processus HSR qui était en train d'être exécuté. Donc il est dans le bas de la liste, voilà, on vient de le voir passer juste à l'instant. Si je remonte un petit peu, on voit qu'ici on avait un HSR volflag.exe
qui était en train de tourner, et donc il suffisait de renseigner le flag HSR avec les accolades volflag. Le troisième challenge que j'avais proposé, c'est un challenge qui s'appelait AppData. En fait, j'expliquais qu'on avait trouvé des informations dans le AppData d'un administrateur et qu'on cherchait à récupérer son mot de passe. Et donc on a ces infos-là. Donc ici on a juste un fichier, donc si on fait un file dessus, c'est que de la data. Et si on va dans le répertoire S1 quelque chose, ici c'est pareil. Si on fait un file sur le fichier, c'est que de la data. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ici on a ce qui a l'air d'être un SID. Donc c'est en quelque sorte le numéro de série d'un utilisateur sur un système. Et donc la longueur, le format de ces fichiers me fait penser à des fichiers credential et master key, donc des fichiers qui peuvent être c'est des fichiers d'informations d'identification qui sont gérés par le gestionnaire d'informations d'identification de Windows et donc qui permettent d'enregistrer pour accéder à une ressource, par exemple à un partage réseau, d'enregistrer des identifiants pour ne pas que l'utilisateur, quand il souhaite accéder à cette ressource, ne soit obligé de taper un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ce sera enregistré en fait dans la machine pour cette ressource. On avait également le mot de passe de session de l'administrateur dans l'énoncé du challenge. C'était I am Batman, tout attaché en minuscules. Et donc, on pouvait soit utiliser Mimikatz, qui est forcément un programme utilisable sous Windows, soit également sous Linux, c'est un petit peu moins courant. On pouvait utiliser le logiciel PyPyCats, qui est l'implémentation en fait entièrement en Python de Mimikatz. Et ici, utiliser donc la partie DP API. Donc ici, on nous demande déjà de faire une pré-key. Donc cette pré-key, elle a besoin d'avoir le SID de l'utilisateur, ça tombe bien, puisqu'il est en fait juste ici. Le mot de passe de l'utilisateur, vu qu'on le connaissait, il n'y avait pas de problème avec ça. Et ensuite, je vais choisir une attaque de type password. Ici, j'ai bien un fichier pré-key qui est configuré. Donc je vais faire un nano pré-key.txt. Je vais enregistrer ces informations à l'intérieur. Et ensuite, les fichiers credentials, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Ici, ce fichier-là, c'est le fichier qui contient le mot de passe qui est enregistré dans le gestionnaire de mots de passe. Et le fichier qui se trouve ici, dans le répertoire qui porte le nom de notre SID de l'utilisateur, c'est en fait un fichier qui va servir à chiffrer notre fichier credential. C'est un fichier qu'on appelle le fichier master key. Et donc, ce fichier master key, on peut le déchiffrer grâce au nom, au mot de passe, ou en tout cas le hash SHA-1 du mot de passe de l'utilisateur. On peut le déchiffrer pour récupérer la master key qui a servi à chiffrer le fichier credential. Donc, c'est plutôt assez simple maintenant qu'on est là. Donc, on va faire un PyPyCats, cette fois-ci master key. Ici, on nous demande le fichier de pré-key qu'on a juste ici au format TXT et le MKF, donc le master key file, qui se trouve du coup dans notre répertoire. On attend quelques secondes. Alors, je me suis trompé, j'ai marqué pré-kev au lieu de pré-key. J'ai juste fait une petite faute. Et ici, voilà, on a un GUID et ici, on a une master key. Et cette master key, c'est celle-ci qui a servi à chiffrer notre fichier credential qui est juste ici. Donc, à présent, on va pouvoir faire un PyPyCats DP API credential. Ici, on me demande juste la master key qu'on a copié juste avant. Et le fichier cred, donc le D17 quelque chose. Ici, on voit que la target pour laquelle, donc la ressource pour laquelle les identifiants étaient enregistrés, c'était accescurins.eu pour le nom d'utilisateur administrateur. Et ici, on a une suite de caractères. Alors, on va faire un nano flag.txt. Je vais coller tout ça dedans. Je vais faire un cat de flag. Et ensuite, je vais faire un tr-d. Et on va retirer tout ce qui se trouve en anti/x00
anti-slash. Alors avec des simples quotes, ce sera mieux compris par le système. Et ici, voilà, on a donc notre flag HSR qui est juste ici. En fait, si vous regardez bien, à chaque fois, il a mis un anti-slash x00, puisque pour lui, il s'agit d'une valeur binaire, alors que c'est juste une chaîne de caractères. Donc c'est pour ça que j'ai juste retiré les anti-slash x00. Et donc on a bien notre flag qui apparaît juste ici, qu'il fallait valider pour obtenir les points du 3e challenge. Et enfin, le 4e challenge, alors celui-ci, on n'a pas pu le réussir malheureusement, il y a eu un petit souci. En fait, j'avais fait des prolabs sur Hack the Box juste avant, et j'avais modifié le début de mon fichier rocku.txt. C'était en fait une archive chiffrée en Lux 1, qu'il fallait brute forcer. Et malheureusement, j'avais fait les tests, j'avais essayé de prendre un mot de passe qui était au tout début de la liste de rocku.txt pour que le brute force ne soit pas trop long. Et malheureusement, j'ai pris un mot de passe qui n'était pas dans rocku à la base et qui était un peu complexe. Donc malheureusement, c'était pas possible de réussir ce challenge pendant le CTF. Si je peux vous donner quelques conseils, c'est n'hésitez pas. C'est vraiment une super expérience, on en sort grandi, on rencontre plein de monde et c'est ça qui est encore plus sympa que tout le reste au final. Il y a une super ambiance, c'est pas du tout comme sur internet, là on voit vraiment les gens en face à face, c'est très convivial. Prévoyez de la Red Bull, ou en tout cas des boissons énergisantes si vous en avez, puisqu'en général les organisateurs fournissent évidemment du jus d'orange, du café, des croissants, etc. Mais ils sont pas forcément autorisés à fournir des boissons énergisantes, donc si vous avez peur du coup de barre, je vous conseille d'en prendre au moins une, c'est ce que j'ai fait, et au moins j'ai tenu jusqu'au petit matin. Et surtout, le conseil ultime, mettez-vous loin de la porte d'entrée. Il y a beaucoup de monde qui va fumer, qui va prendre l'air, etc. Et en début de soirée, il fait toujours bon, mais par contre, quand ça commence à aller vers 2, 3, 4 heures du matin, il fait très froid, et avec la fatigue, on a très vite froid, on a très vite des frissons. On n'y pense pas beaucoup, c'est vraiment un petit détail, mais ça fait toute la différence quand vous êtes en plein dans un challenge. Et du coup, je me suis un peu laissé tenter par le jeu. Je me suis créé une team où j'étais tout seul, puisque je vous rappelle que normalement le CTF était réservé aux étudiants, donc j'avais pas le droit d'y participer normalement, et je me suis créé du coup une team tout seul, c'était des teams de 3 normalement à la base, juste pour voir un petit peu mon niveau. Bien évidemment, j'ai pas validé les challenges que moi j'avais préparés, j'ai fait les autres challenges, et j'ai terminé 19e sur 26, donc bon, c'est pas parfait, mais je suis plutôt satisfait, parce que j'étais tout seul, et ça s'est plutôt bien passé. Et donc l'année prochaine, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez qu'on y aille ensemble. C'est du côté de Reims, et ce qui est très sympa, c'est que l'après-midi, avant la soirée CTF, il y a toute une après-midi de conférences de 14h à 18h. On reçoit notamment le ministère des Armées, on reçoit l'ANSSI, et c'est pour ça que j'avais fait un challenge sur DPAPI. On a une société qui nous a fait une petite démonstration, une petite conférence sur DonPapi, donc qui permet justement d'extraire les données des PAPI à distance. Donc c'était très intéressant, ça vaut vraiment le coup d'aller voir tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dispo l'année prochaine, mes DM sont ouverts. Bref, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.